Titre ici, climat, que savons-nous? Je vais juste vous faire un petit tour des messages clés du sixième rapport de synthèse du GIEC qui a été publié en mars 2023. Et en fait, ce que je vais vous raconter, on le sait depuis longtemps. La personne que vous voyez ici, c'est Syukuro Manabe, prix Nobel de physique en 2021. Il a obtenu ce prix Nobel pour la modélisation physique du climat de la Terre, la quantification de la variabilité, la prévision fiable du réchauffement climatique. Et en fait, ces travaux qu'il a fait, lui, il les a fait dans les années 60. Et dans les années 60, il a publié ce graphique qui montre sur l'axe horizontal la température. Donc là, vous êtes à moins 80, et ici, vous êtes à plus 30 degrés. Et l'axe vertical, c'est l'altitude dans l'atmosphère. Et vous avez trois profils. Si on regarde le profil noir, eh ben, vous savez que quand on monte en altitude, il fait plus froid. Si vous prenez l'avion, à un moment, le pilote va vous dire on est à 10 km d'altitude et il fait moins 50. C'est ce que vous voyez. Alors, c'est ce que vous voyez là. 10 km d'altitude, on est à moins 50. D'accord ? Ça, c'est la troposphère. Et après, dans la stratosphère, couche au-dessus, 40, 20, 30, 40 km, la température augmente de nouveau. Ça, on comprend très bien pourquoi, je peux vous expliquer, mais c'est sans importance. Ce qui est important ici, c'est que M. Manabe a fait des simulations, des calculs dans les années 60 déjà, qui montraient que, voilà, on augmente la concentration de CO2, on double la concentration de CO2 dans l'atmosphère, et bien, la température augmente dans la basse couche de l'atmosphère, la troposphère, c'est la courbe rouge, mais qu'elle va diminuer en haut dans la stratosphère. Donc c'est, si vous voulez, une empreinte digitale du réchauffement climatique due aux gaz à effet de serre. C'est très particulier. Si par exemple on calcule l'effet qu'aurait une augmentation de l'activité solaire, on n'aurait pas ce genre d'empreinte digitale, réchauffement en bas, refroidissement en haut. On aurait surtout un réchauffement en haut de l'atmosphère. Donc, c'est vraiment la signature de l'effet de serre. Bon, c'était prédit dans les années 60 et aujourd'hui, on l'observe. D'accord ? C'est le signal est là aujourd'hui. Et à l'époque, c'était une prédiction. C'est comme ça qu'on teste des théories scientifiques. On essaie de comprendre la physique, on fait une prédiction basée sur cette compréhension qu'on a et puis on la teste. Là, grâce aux efforts de tout le monde, on a permis de tester cette théorie en augmentant la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Voilà. Une autre partie de ce prix Nobel, c'était pour M. Hasselmann, qui a plus travaillé sur les méthodes d'attribution du changement climatique, c'est-à-dire la réponse à la question, c'est quand on observe un signal, un réchauffement, à quoi c'est dû. Souvent, on montre des courbes comme ça, donc en l'axe horizontal, l'année, donc depuis 1900 jusqu'en 2020, et puis axe vertical, l'augmentation ou la variation de la température moyenne globale. Et à trois courbes ici, une courbe noire, c'est les observations, une courbe rouge, c'est ce que donne la compréhension physique exprimée en termes de calcul physique, quand on calcule l'évolution de la température, si on prend en compte l'effet de serre, enfin les émissions de gaz à effet de serre et tous les effets autres, comme variation de l'activité solaire, etc. Et la courbe bleue, c'est ce qu'on obtient si on ne prend pas en compte les gaz à effet de serre. Donc ça, c'est une visualisation de ces méthodes d'attribution. En réalité, elles sont bien plus complexes. C'est des méthodes statistiques très évoluées, et c'est pour ça que M. Hasselmann a eu son prix Nobel. Donc voilà, ce que je voulais raconter, ce qui se trouve à la fin dans les rapports du GIEC, c'est du savoir qui est béton. Parce qu'on n'obtient pas un prix Nobel pour quelque chose, et puis un an après, on dit « pardon, on s'est trompé ». D'accord ? Quand on obtient un prix Nobel de physique pour un domaine, pour des travaux bien définis, ce travail-là, il est béton, comme je disais. Bon, alors c'est quoi les rapports du GIEC ? Le GIEC, c'est un organisme intergouvernemental. Il y a une dizaine de personnes qui travaillent vraiment pour le GIEC, qui sont payées pour. Et puis, cet organisme fait des rapports sur l'état de la science. Donc, il y a 1 millier de chercheurs sur un cycle de rapports de 7 ans à peu près, qui travaillent gratuitement. Enfin, moi, j'ai continué à être payé par le CNRS, mais le GIEC ne paye rien. Qui font ces rapports pour
c'est fait dans le cadre des Nations Unies. On fait ces rapports pour donner un état de la science, pour que, au moment des décisions politiques, les fameuses COP, quand les leaders internationaux se rencontrent et décident de ce qu'il faut faire sur le changement climatique, pour pas qu'à ce moment-là, il y ait des discussions sur la science. La science, elle est établie par les scientifiques qui publient dans le domaine, qui travaillent dans le domaine. Encore une fois, c'est 1 millier de chercheurs à peu près qui travaillent en tout pour les rapports du GIEC. Et on fait une grosse évaluation de l'état de la science basée sur la littérature scientifique. Alors ces rapports du GIEC, il y en a eu 7 dans le dernier cycle, qui s'est terminé avec ce rapport de synthèse à la fin. En tout, il y a 85 000 articles scientifiques qui sont cités dans ces articles, dans ces rapports. En réalité, on a lu beaucoup, beaucoup plus. Il y a juste une petite partie qui est citée, parce qu'on ne peut pas tout citer. Donc 85 000 articles, un article scientifique, c'est dense. Si on prend une dizaine, quinzaine de pages, ça vous fait 1 million de pages de littérature scientifique qui est ensuite comprimée à la fin dans le rapport de synthèse et dans son résumé à l'intention des décideurs dans un petit rapport d'une vingtaine de pages. Donc on a vraiment comprimé le truc. Voilà, donc c'est encore une fois l'objectif de ces rapports demandés par les Nations Unies, c'est d'avoir un état des connaissances scientifiques sûr et certain pour que les décisions politiques ensuite au moment des COP, les discussions ne portent plus sur la science mais sur qu'est-ce qu'on fait. Et tous les États du monde, même ceux qui exportent le pétrole par exemple, les Saoudiens, concourent avec, donc ils adoptent, ils approuvent chaque phrase dans le rapport final, dans le résumé pour l'intention des décideurs, dans le rapport final. Donc, chaque phrase est approuvée par tous les États, y compris les Saoudiens. Et c'est important, pour qu'il n'y ait pas de discussion scientifique à la fin. C'est dur à lire, mais il y a un résumé à l'intention pour tous, un résumé pour tous de 18 pages, facile à lire. Là, vous n'avez pas le temps de noter la référence, mais vous trouverez facilement, et je peux mettre à disposition de tout le monde les slides si vous voulez. Donc c'est facile à lire, c'est en français, ensuite dans un langage compréhensible. Bien, alors, fin de l'introduction. Je voulais dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser, on peut évidemment en poser à la fin, mais s'il y a des problèmes de compréhension, n'hésitez pas. Alors, les émissions de gaz à effet de serre, ils continuent à augmenter. Depuis le début de la révolution industrielle, on a augmenté la concentration de CO2, par exemple, dans l'atmosphère, de 280 parties par million, qui était la concentration naturelle assez stable pendant à peu près 10 000 ans, à 420 aujourd'hui. Il y a d'autres gaz à effet de serre, le méthane, etc. Donc on voit qu'ils augmentent. Ces émissions continuent à augmenter. Encore aujourd'hui, les émissions de CO2 commencent à se stabiliser un peu, les émissions d'autres gaz à effet de serre pas encore. Donc en tout, on voit toujours une augmentation exponentielle essentiellement, surtout depuis les années 50, 70, etc. Et ces émissions de gaz à effet de serre ne sont pas réparties de manière égale. Elles ne sont pas réparties de manière égale quand on regarde la perspective historique. Évidemment, les pays anciennement développés, les premiers pays développés, puisqu'ils ont eu plus de temps à émettre, leur émission cumulative totale jusqu'à aujourd'hui a été la plus élevée, donc l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie orientale, etc. Donc ça, c'est évidemment le gros des émissions, le gros de l'augmentation de la concentration qu'on mesure aujourd'hui, ça vient des émissions du passé, d'accord ? Et ça vient d'Amérique du Nord, etc. Donc cette répartition aujourd'hui, les émissions sont très différentes aussi. Évidemment, les Américains émettent encore beaucoup. L'Europe, aujourd'hui, on a déjà fait des efforts, donc on en émet moins. La largeur de la barre, c'est la quantité, c'est la population. D'accord ? Donc c'est par personne, et la largeur donne, donc l'aire totale d'une barre donne la quantité d'émissions d'une année. Donc évidemment, on voit l'arrivée de l'Australie qui est très forte, l'Asie orientale avec beaucoup de monde, etc. Bien.
Donc distribution historique différente, distribution aujourd'hui aussi très différente, et à l'intérieur de chaque pays, c'est aussi très variable. Dans l'ensemble, 10% des ménages qui ont l'empreinte carbone la plus élevée font 40% des émissions, et les 50% qui ont l'empreinte carbone la plus faible font que 14% des émissions mondiales aujourd'hui. Donc cette diversité historique, régionale, et puis à l'intérieur de chaque pays. En France, si on regarde les émissions par pays, donc les émissions de gaz à effet de serre qui comprennent aussi le méthane, etc., beaucoup viennent des transports. L'agriculture n'est pas du tout négligeable. L'industrie, les bâtiments, production d'énergie n'est pas très forte en France à cause du nucléaire. Les déchets un petit peu. Et puis il y a une contribution négative par l'utilisation des terres parce qu'on fait repousser des forêts. Donc le gros, c'est le transport, mais il y a d'autres contributions qui ne sont pas du tout négligeables. C'est pas, le problème avec le CO2 ou avec les émissions de gaz à effet de serre, c'est que ce n'est pas un truc sur lequel on peut taper. D'accord ? Il n'y a pas un truc qu'on peut réduire et que le problème est résolu. C'est bien ça le problème. Bien. Donc là, les émissions augmentent ou continuent à augmenter, donc la concentration continue dans l'atmosphère continue à augmenter. C'est comme, il ne faut pas confondre émissions et concentration, c'est comme le robinet dans la baignoire. Les émissions, c'est le robinet qui coule à fond, et la concentration, c'est le niveau d'eau dans la baignoire. Donc là, on parle des concentrations, donc le niveau d'eau dans la baignoire, si vous voulez, donc le niveau des gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui continue à augmenter. Donc le CO2, des chiffres ici, 410, ça date de 2019, aujourd'hui on est à peu près à 420. Méthane, N2O, etc., ça continue à augmenter. Bien. Et évidemment, le climat continue à changer. Donc là, vous voyez sur cette courbe l'évolution de la température moyenne mondiale depuis notre période de référence qui est 1850-1900. Et on voit cette augmentation au début du XXe siècle, une petite stabilisation pendant une petite partie entre 1950 et 1970 qu'on comprend bien, je peux parler après. Et puis cette augmentation extrêmement forte depuis les années 70 à peu près, avec une augmentation de l'ordre de 0,2 degrés par décennie, donc 2 degrés par siècle, sur cette tendance à la fin. Et aujourd'hui, on est à peu près à 1,2 degré de réchauffement par rapport à notre période de référence de 1850-1900. Bien, donc ça c'est absolument clair. Si on regarde à long terme, donc là vous voyez sur ce graphique 3 parties avec des axes qui n'ont pas la même échelle. Donc à gauche, vous voyez depuis moins 10 000 jusqu'à l'an 0 à peu près, jusqu'à l'an 1000. Des variations naturelles très fortes. Il y avait des glaciers il y a 20 000 ans ici. Il y avait une déglaciation, donc à un moment un optimum climatique vers l'an 6000 à peu près, dû à des variations de l'axe de la Terre à très très longue échelle de temps, donc ça se passe très lentement. Depuis, il y a eu un refroidissement naturel jusque vers 1900 à peu près, jusqu'au moment de la révolution industrielle. C'est ce qu'on voit surtout dans la partie moyenne du graphique, entre l'an 1000 et l'an 1800 à peu près, un petit refroidissement, très lent, et puis ce réchauffement très rapide dû à l'activité humaine, à la fin, qui dépasse en vitesse ce qu'on voit dans les évolutions naturelles. Bon, perspective spatiale de ce réchauffement par rapport à notre période de référence du début de l'industrialisation, si vous voulez. Réchauffement très fort en Arctique, réchauffement moins rapide dans l'océan austral, réchauffement plus fort sur les continents que sur les océans. Ça aussi, ça a été prédit depuis très longtemps. On comprend bien la physique qui est derrière. C'est aussi une signature spatiale de ce réchauffement. Là, c'était des figures du rapport du GIEC. On s'est arrêté en 2019 parce que la littérature scientifique va lentement. On a publié le rapport en 2023, mais en fait, il était basé sur la littérature scientifique qui s'est terminée en 2020 à peu près. Vous avez peut-être entendu parler de l'année 2023 qui était au niveau global extrêmement élevé, dû au réchauffement causé par l'homme, mais évidemment, il y a des variations interannuelles qui sont dues à des facteurs naturels. Je peux en parler si vous voulez.
Donc ça continue à augmenter de plus belle. Il y a des moments où ça va un peu moins vite, ou même ça a l'air de se stabiliser pendant quelques années, puis ça remonte après. Ça, c'est tout à fait normal. Et on sait que c'est dû à l'activité humaine. C'était prédit et on comprend très bien la physique qui est derrière. Si vous avez ici, sur la partie droite, vous avez la première barre, c'est marqué, tout est en anglais, je suis désolé, ces rapports sont en anglais. Vous avez le observed warming, donc le réchauffement observé. Donc c'était en 2019, c'était 1,1 degré sur la dernière décennie, entre 2010 et 2019. Aujourd'hui, on est déjà 1,2. Et la deuxième barre, c'est l'estimation de l'influence humaine totale. Donc c'est 1,1 degré aussi, à cette période-là, en 2019. Donc on explique tout avec l'activité humaine. Mais en fait, l'activité humaine, elle comprend les émissions de gaz à effet de serre qui font en fait, première barre grise ici, 1,5 degré de réchauffement. Et en fait, une partie du réchauffement qu'on a causé par l'émission des gaz à effet de serre, elle est compensée par cette barre ici, la deuxième barre grise qui est négative. C'est essentiellement ce qu'on appelle les aérosols, les particules de pollution qu'on émet dans les cheminées, qui font un effet parasol et qui bloquent une partie du rayonnement solaire. Et ça, on peut l'estimer à peu près à moins 0,4 degrés de réchauffement, donc 0,4 degrés de refroidissement, et l'ensemble fait c'est 1,1 degré de réchauffement humain. Il y a aussi une estimation des effets solaires et volcaniques. L'activité solaire sur les 5 dernières décennies, en moins depuis 1979, où il y a vraiment des observations satellitales fiables, l'activité solaire a diminué sur les 40 dernières années. Donc vous aurez du mal à expliquer le réchauffement qu'on observe par une variation de l'activité solaire. C'est juste pas possible. Les volcans n'ont pas non plus évolué beaucoup. Il y a de la variabilité interne, c'est la dernière partie du graphique à droite, mais elle est très faible sur cette partie, sur 150 ans, elle ne peut pas expliquer beaucoup. D'une année à l'autre, oui, mais sur le long terme. Donc ça, c'est une nouvelle version de ce graphique que j'ai montré tout au début, qui montre en rouge l'effet des gaz à effet de serre, calculé, en noir les observations, en vert les causes naturelles, les variations. Donc une grosse éruption volcanique comme celle du Pinatubo en 93, ça peut vous faire un petit refroidissement, vous le voyez là avant 2000. Et puis l'effet refroidissant des aérosols, qui a fortement augmenté dans les années 50, 70, quand il y avait une explosion de l'activité industrielle et pas encore de vraie politique environnementale. On émettait à gogo et les premiers efforts pour réduire la pollution et améliorer la qualité d'air, c'était évidemment à partir des années 70, 80, etc. Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, on a démasqué, si vous voulez, cet effet de réchauffement dû au gaz à effet de serre, et le réchauffement est reparti de plus belle. Si vous voyez cette courbe noire ici. Donc ça, ici, il y a une forte compensation à cause des aérosols. Et donc ces gaz à effet de serre et les aérosols n'ont pas la même signature spatiale. Les effets sont différents sur la température. Si vous regardez en haut à gauche, ça c'est l'effet des gaz à effet de serre sur la température. En haut à droite, c'est l'effet des aérosols sur la température. Les aérosols sont émis en Amérique du Nord, ou étaient classiquement émis en Amérique du Nord et en Europe. Ils ne restent pas longtemps dans l'atmosphère, donc en fait, on émet et puis ça a un effet local, essentiellement. Parce qu'au bout d'une semaine, il y a de la pluie, ça lessive l'atmosphère. Ce n'est pas comme le CO2 ou le méthane qui reste beaucoup plus longtemps dans l'atmosphère, où l'effet est mieux distribué. Donc l'effet des aérosols, très 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 local. En bas, vous avez le même effet sur des aérosols et des gaz à effet de serre sur la précipitation. Alors, il y a un truc intéressant, donc je vous ai parlé de la période 1950-70, beaucoup d'émissions d'aérosols. Vous voyez qu'ils ont un effet d'assèchement dans la zone du Sahel, par exemple. Vous vous souvenez de cette sécheresse au Sahel? Donc, ce n'est pas encore tout à fait certain, mais il est possible qu'il y ait justement cet effet d'assèchement induit par l'activité humaine dans nos régions et via les aérosols pour causer cette terrible sécheresse dans les années
70 au Sahel. Bien. Donc de tout ça vient, dans la littérature scientifique, évidemment, la réponse à la question à qui c'est dû. Et le GIEC, il fait donc ce résumé de l'état des connaissances, de la littérature scientifique sérieuse, et il y a souvent une phrase dans ces rapports du GIEC qui dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on sait sur l'attribution du changement climatique? Et donc on part du premier rapport du GIEC en 1990, on disait, enfin mes prédécesseurs disaient, ben, l'ampleur de réchauffement est largement compatible avec les prévisions du modèle climatique, mais également de la même ampleur que la variabilité naturelle du climat. Parce que en 90, le réchauffement observé n'était pas encore très fort. La science n'était pas aussi évoluée que 35 ans plus tard, donc on n'avait pas encore toutes les méthodes, la puissance de calcul, etc. Et donc on ne pouvait pas encore vraiment dire grand-chose. 35 ans plus tard, la messe est dite, si je peux me permettre, et sans équivoque, l'influence a réchauffé l'atmosphère, les océans et les terres. D'accord? Changement rapide, généralisé sont produits, blablabla, etc. Donc là, aujourd'hui, c'est certain. Ce qui n'était pas certain en 1990, un scientifique sérieux ne pouvait pas dire c'est dû à l'homme. Aujourd'hui, un scientifique sérieux ne peut pas dire que c'est pas dû à l'homme. Donc voilà, on est passé de la question ouverte en 90 aux faits scientifiques en 2021. Mais en fait, déjà en 1938, on pouvait le dire, ou en tout cas l'imaginer, c'est un article scientifique de 1938 qui estimait déjà à l'époque que 50% du réchauffement observé était probablement dû aux émissions de gaz à effet de serre, de CO2 surtout à l'époque. Voilà. Bon, et ce réchauffement, évidemment, il a des effets. Première chose, donc là vous voyez une caricature d'une carte du monde. C'est dû au fait que, comme je disais, dans les rapports du GIEC, tous les États doivent être d'accord, dans le résumé à l'intention des décideurs, qui est le produit final, qui est très court, et qui est discuté phrase par phrase, dans une réunion entre les scientifiques et les représentants des États. Souvent, il y a des problèmes quand on montre des cartes et quand on montre des frontières. Vous imaginez bien que, enfin, voilà, vous savez que les Algériens et les Marocains, ils ne s'aiment pas trop, donc quand on met les deux pays ensemble, ça donne toujours des problèmes. Ce genre de choses, et ça entre beaucoup de pays, évidemment. Donc souvent, on a fait des cartes un peu stylisées, si vous voulez, pour les différentes régions. Donc la Méditerranée, c'est la Med, ici, là où vous imaginez que la Méditerranée. Et le rouge, ça veut dire qu'on observe ici, dans cette région, une augmentation des vagues de chaleur, partout dans le monde, en fait. Et le nombre d'étoiles, c'est avec quelle certitude on peut l'attribuer à l'activité humaine. Donc il y a des régions où on n'a pas encore beaucoup d'observations, on voit peu, mais c'est en gros, dans le monde entier, on voit une augmentation des vagues de chaleur, et on est quasiment certain que c'est dû à l'activité humaine, parce que voilà, il fait plus chaud en moyenne, évidemment les vagues de chaleur augmentent, ça c'est quand même la base. Évidemment, les vagues de froid diminuent, on est d'accord aussi, c'est logique. Mais il n'y a pas que ça, il y a par exemple les phénomènes de précipitation forte. La physique est très claire là-dessus, il fait plus chaud, comme vous avez un air qui peut contenir plus d'humidité, ça va vous augmenter la probabilité d'avoir des événements de précipitation forte. On l'observe dans beaucoup de régions, pas encore partout. On l'attribue avec moins de certitude parce que les précipitations, c'est plus compliqué que la température. Mais on a aussi un signal qui est quand même dans beaucoup de régions. Et en fait, partout, en gros, on prédit, et depuis longtemps, sur des bases physiques claires, une augmentation de la survenance d'événements de précipitation extrême. Par contre, dans certaines régions, on prévoit, mais pas dans toutes, on prévoit depuis longtemps une augmentation des sécheresses. Et ce n'est pas incompatible avec une augmentation des précipitations fortes. Par exemple, en zone méditerranéenne, ça a été prédit depuis longtemps et c'est observé aujourd'hui, cette augmentation des sécheresses. On ne prévoit pas d'augmentation des sécheresses en Europe du Nord. D'accord ?
On n'a jamais dit ça. Et on ne l'observe pas non plus. C'est limité à certaines régions. Donc vous avez dans certaines régions, comme la Méditerranée, en moyenne un assèchement, parce qu'il fait plus chaud, il y a plus de demande évaporative, le sol évapore plus, donc plus de sécheresse, mais vous pouvez avoir au même moment, quand il pleut, des événements plus forts. D'accord ? Ce n'est pas incompatible. Voilà, donc il y a plein d'effets évidemment divers et variés. Donc ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, donc on peut attribuer avec différents degrés de confiance ces différents effets qu'on voit. Donc à gauche, des effets, on a moins de certitude sur l'attribution, et à droite, des effets où on a beaucoup de certitude sur l'attribution. Donc l'acidification de l'océan due à l'augmentation du CO2 ou l'augmentation des hot extremes, donc des extrêmes chauds, bah ça on est certain que c'est dû au réchauffement climatique. Mais évidemment, il y a des risques complexes, composés, et qui sont aussi en interaction avec des facteurs climatiques et non climatiques. Donc si vous avez une guerre, évidemment, les gens deviennent de plus en plus vulnérables, et évidemment, dans ce genre de situation, quand vous avez en plus une sécheresse, bah, ça augmente les risques. Et puis, il y a des risques aussi induits par les réponses. Alors, ça veut dire quoi ? Typiquement, ce qu'on appelle la géo-ingénierie. Si quelqu'un dit, bah, vous avez parlé des aérosols, bah, on n'a qu'à mettre des aérosols en haut dans l'atmosphère, ça va nous protéger du rayonnement solaire, ça va refroidir l'atmosphère, puisqu'on a déjà observé cet effet-là. Oui, ça, en moyenne, vous allez refroidir le climat avec ça. Ça c'est assez certain, ça coûterait beaucoup d'argent. Des risques induits, c'est par exemple, on ne sait pas ce que ça va faire sur les précipitations. Si on dit, bah, on n'a qu'à mettre beaucoup d'aérosols dans la stratosphère, en haut de l'atmosphère, si ça diminue les précipitations quelque part, si ça induit des sécheresses, si ça change les circulations atmosphériques, etc., on ne sait pas encore très bien le quantifier, c'est un gros risque. Qu'est-ce qui se passe ? Comment on fait la gouvernance internationale de ce genre d'activité ? Si les Américains le font et les Français constatent que ça induit des sécheresses, comment vous faites ? Vous déclarez la guerre ? Enfin voilà, ce genre de choses, c'est impossible à gérer au niveau international. Donc ça risque vraiment ça pose vraiment des gros problèmes de gouvernance, par exemple. Bon, il y a beaucoup d'effets négatifs. Il y a aussi, dans certains cas, des effets positifs du changement climatique. Hein. On ne peut pas, par exemple, dans certaines régions, puis avoir une augmentation de la précipitation en moyenne, donc plus d'eau disponible. Donc ça, c'est quand on a ici un petit symbole rouge et vert. En gros, l'effet du changement climatique sur la plupart des secteurs de l'activité humaine sont négatifs, donc en rouge. Donc vous avez la disponibilité en haut et de la production agricole en haut à gauche, la santé, les effets sur les villes, etc., sur les infrastructures en bas à gauche. Sur les effets du changement climatique sur la biodiversité, c'est pas très clair. D'accord ? On fait plein d'autres choses pour nuire à la biodiversité. Le changement climatique n'est pas forcément le premier facteur responsable, et n'est pas le premier facteur responsable de la diminution de la biodiversité. Voilà. Bon, on va parler de l'avenir. J'ai combien de temps encore ? 10 minutes. 10 minutes ? Ah, je vais aller vite. Bon, l'avenir, moi j'ai pas de boule de cristal. Tout ce que je peux faire en tant que physicien, c'est des calculs basés sur la connaissance. Et donc on ne sait pas quelles sont les émissions de gaz à effet de serre futures. Donc on est obligé de faire des hypothèses sur l'évolution future des émissions. C'est ce qu'on voit ici, ces hypothèses qu'on appelle les scénarios, c'est ici. Donc ici vous avez l'axe de temps entre 2015 et 2100. Un scénario où on réduit fortement les émissions, un autre scénario où on augmente fortement les émissions, et puis un scénario intermédiaire, on stabilise les émissions. Et en fonction de ça, on peut calculer comment le climat évolue. Donc on fait des calculs vérifie que on reproduit bien l'évolution du passé. Donc ça c'est la partie grise, noire ici. Et là c'est les projections de température en fonction des scénarios. Donc là vous avez des différents scénarios d'émissions, et là vous avez, en haut c'est les émissions, et en bas c'est les températures qui correspondent. Bien. Si vous regardez le moment dans ces scénarios où les émissions de gaz à effet de CO2 en fait deviennent zéro,
c'est pour le scénario bleu clair, là, vers 2050, vous voyez? Et pour le scénario en bleu sombre, c'est vers 2070. C'est un avenir possible, les émissions. Et si vous regardez bien, c'est à ce moment-là que la température se stabilise dans le scénario correspondant. D'accord? Vous descendez et vous voyez qu'au moment du net zéro d'émission de CO2, vous stabilisez la température. La courbe devient plate. Donc c'est super, parce que ça nous dit que on peut arrêter le réchauffement et on sait exactement combien de CO2 on peut émettre pour arriver à un réchauffement donné. Donc si on trace ici la quantité totale de CO2 qu'on a émis en axe horizontal depuis le début, donc c'est un axe de temps si vous voulez implicitement parce qu'on continue à émettre, donc ça, on continue à aller vers la droite. Donc là c'est le passé, là c'est donc à gauche c'est le passé, à droite c'est les trucs colorés, c'est les projections futures. Et si on trace ces émissions cumulées de CO2 en fonction, enfin si on trace le réchauffement observé et projeté en fonction de ces émissions totales dans le temps, on voit que ça donne essentiellement une droite. Donc on fait des calculs super compliqués avec des prix Nobel et tout ça, et puis à la fin on obtient une droite. D'accord? Mais c'est génial. C'est génial. Bon, il y a des incertitudes, vous voyez. Mais parce que ça dit, ok, eh ben super, vous voulez 1,5 degré, alors c'est dommage que je n'ai pas la souris. Vous voulez 1,5 degré, donc vous allez sur l'axe vertical 1,5, vous allez à droite, et puis vous descendez, vous savez quelle est la quantité de CO2 total qu'on peut émettre. Et on sait que jusqu'à 2019, les chiffres datent de 2019, on avait déjà émis 2400 milliards de tonnes de CO2, et puis on peut aller jusqu'à à peu près 2900, donc il restait en 2019 500 milliards de tonnes de CO2 à émettre, sachant que tous les ans on émet 40. Donc ça fait à peu près une dizaine d'années d'émissions qui nous restaient pour arriver à 1,5 degré. Et puis un peu plus pour arriver à 2 degrés. Hein, et c'est ça le budget carbone dont on parle. C'est le budget carbone de l'humanité. L'humanité a droit à tant si elle veut limiter le réchauffement à 2 degrés, 1,5 degré. Après, c'est un choix politique, ce n'est pas un choix scientifique. L'objectif de l'accord de Paris, bien en dessous de 2 degrés, c'est un objectif politique, c'est informé par la science, mais ce n'est pas les gens du GIEC qui disent il faut limiter le changement climatique à 1,5 degré. Nous, ce qu'on dit, c'est si vous voulez limiter le réchauffement à 1,5 à 2 degrés, eh ben, il nous reste tant de CO2 à émettre. Point. Voilà, donc ce budget carbone, comme je disais, ça correspond à, c'est la troisième barre d'en bas, à peu près une dizaine d'années d'émissions de CO2. Le pointillé ici, c'est 1,5 degré, le pointillé ici, c'est 2 degrés. Donc les émissions sur une dizaine d'années, troisième barre en bas, ça correspond déjà au budget qui nous reste pour 1,5 degré. Les infrastructures existantes, c'est ce que vous voyez en bas, existantes, et la plus grande en bas, c'est existant et planifié. Les infrastructures pétrolières, par exemple, si on va jusqu'à la fin de leur existence, parce que voilà, elles existent ou elles sont planifiées, donc si on calcule, elles vont exister pendant une trentaine d'années, je ne sais pas, ça correspondrait à des émissions qui dépassent déjà le 1,5 degré. Donc ça veut dire que construire des nouvelles infrastructures pétrolières, etc., c'est absolument pas compatible avec un objectif, si on croit à l'objectif de 1,5 degré. Bien. Donc on est où aujourd'hui? Évidemment, vous devinez bien, on n'est pas sur une trajectoire de réchauffement d'1,5 ou 2 degrés. La courbe rouge que vous voyez, donc ça c'est les projections jusqu'en 2050. Aujourd'hui, si on prend les politiques qui sont implémentées au niveau international de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on est plutôt sur une stabilisation des émissions, donc l'axe vertical c'est les émissions. Et cette stabilisation des émissions de gaz à effet de serre, elle nous mènerait à un réchauffement d'environ 3 degrés en 2100. Si on prend encore en plus en compte les engagements des États qui ne sont pas encore traduits en politique implémentée, on arriverait à un réchauffement de l'ordre de 2,5, peut-être un peu moins. Donc tout ça par rapport à 1850-1900. Donc je rappelle qu'aujourd'hui on est déjà à 1,2. D'accord ? Donc c'est moins catastrophique que ce qu'on pouvait imaginer. Je ne vais pas rentrer ici. C'est moins catastrophique que ce qu'on pouvait imaginer il y a 30 ans.
on a déjà commencé à réduire la vitesse d'augmentation des émissions. On n'a pas encore vraiment stabilisé, mais c'est moins... Enfin, il y a 30 ans, on pouvait imaginer qu'on allait encore beaucoup plus augmenter les émissions. Donc, on a fait du progrès. Tout n'est pas perdu. On a fait du progrès. Mais évidemment, vous avez bien compris, pour limiter à 1,5 ou 2 degrés ce réchauffement, il faut réduire les émissions immédiatement. On n'a plus beaucoup de temps. Il faut le faire durablement. Une réduction d'une année, ça ne suffit pas. Et il faut le faire fortement. Donc, c'est ça. Donc, je ne vais pas parler des émissions négatives, parce que j'ai trop de temps. Donc, ces changements régionaux, évidemment, ils s'accentuent avec le réchauffement climatique. Vous avez ici des cartes de changement de température maximale, d'humidité du sol et de précipitation en fonction du moyen du réchauffement. Donc ici, par exemple, pour 1,5 degré et pour 2, 3 et 4 degrés de réchauffement moyen global, vous avez des cartes qui se ressemblent, c'est juste plus rouge. Donc on peut choisir l'avenir, pour ainsi dire, qu'on veut. Pareil pour les sécheresses, si vous voulez. Donc vous voyez par exemple la Méditerranée, c'est une prédiction d'augmentation des sécheresses en Méditerranée et d'autres zones où on ne prévoit pas d'augmentation des sécheresses. D'accord ? Pour l'augmentation des événements extrêmes de pluie, partout sur les continents ça augmente. C'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Bien. Mais il y a des choses, comme j'ai dit, si on arrête les émissions, le réchauffement va se stabiliser, donc c'est super. Il y a des choses qui ne vont pas s'arrêter. Des choses qui sont lentes, notamment le niveau des mers, parce que lui, il est dû à la fonte des calottes de glace et des glaciers, et ces calottes de glace et glaciers, ils prennent du temps à fondre. Si on stabilise la température au niveau d'aujourd'hui, les glaciers vont disparaître petit à petit. Aujourd'hui, les glaciers dans les Alpes, perdent 6% de la masse tous les ans. Et si on stabilise, ils continuent à perdre de la masse jusqu'à ce qu'ils soient de nouveau en équilibre, mais ça prend du temps. Et une calotte de glace comme celle de l'Antarctique ou du Groenland, qui sont énormes, mettent encore plus de temps. Donc il y a des choses, et l'océan aussi pour se réchauffer, donc il y a cet effet de dilatation thermique, ça aussi, ça prend du temps. Donc le niveau des mers, même si on stabilise la température, lui, il ne va pas arrêter à augmenter, il va continuer. Mais par contre, on peut influencer la vitesse à laquelle il augmente. Voilà, donc déjà en 2050, il y a à peu près 1 milliard de personnes qui vont être affectées par cette augmentation du niveau de la mer. Ça, il ne faut pas oublier ce genre de chiffres. Je vais aller très vite sur ceux-là, pour laisser plus de temps pour les discussions. Donc pour chaque augmentation supplémentaire du réchauffement, il n'y a pas que la température moyenne globale, il y a aussi des effets sur les écosystèmes, évidemment, des risques de perte d'espèces. Et ils deviennent évidemment plus forts quand on obtient vraiment des réchauffements qui dépassent de très 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 loin ce qu'on connaît naturellement. Donc par exemple pour le 4 degrés, ça deviendra vraiment problématique. Ça ne l'est pas encore aujourd'hui. Donc on savait protéger et restaurer les écosystèmes, c'est aussi une clé pour les rendre plus résilients. Un point très important pour nous, c'est que ce sont les populations qui ont le moins, les plus vulnérables, sont dans les pays les plus pauvres et qui ont le moins contribué au réchauffement climatique. Et on voit ici sur ce graphique les émissions par personne en axe horizontal et un indice de vulnérabilité. Et vous voyez bien que dans les pays où on émet le moins, il y a les gens les plus vulnérables. Donc on a vraiment une responsabilité morale envers les pays pauvres. Ça c'est très très clair. Nous, on ne va pas mourir du réchauffement climatique ici. Ça c'est très clair, on a les moyens de s'adapter, pas à tout, mais quand même, on a les moyens de se protéger. C'est dans les pays en voie de développement que les vrais problèmes vont apparaître. Je vais passer sur celui-là. Très rapidement pour finir, comment agir plus vite ? Vous avez des graphiques qui sont extrêmement difficiles à montrer. Je n'ai évidemment pas rentré dans les détails. Mais en fait, dans ces rapports du GIEC, basés sur la littérature scientifique, encore une fois, on a une évaluation des différentes actions possibles. Augmentation des ressources d'énergie renouvelables, passer à une nourriture moins carnée, n'est-ce pas ? On a déjà parlé ce matin. Ce genre de choses, les voyages, etc. Passer à des voitures électriques si elles sont alimentées par
de l'électricité renouvelable. Tout ça, mis bout à bout, si vraiment il y avait la volonté politique, individuelle, politique, à toutes les échelles, un effort sans précédent évidemment, on aurait les moyens de limiter le changement climatique à 1,5 degré. À long terme, ça serait profitable, ça coûterait évidemment plein de pognon, un effort monstrueux aujourd'hui. À long terme, par la diminution des dégâts induits par le réchauffement climatique, ça serait profitable. Mais évidemment, c'est difficile d'investir des sommes monstrueuses aujourd'hui pour se dire, à long terme, on est en bénéfice. C'est toujours le problème de tout investissement. Je ne vais pas rentrer dans les détails des graphiques, si vous êtes intéressé, vous pouvez lire ces rapports du GIEC où il y a, pour tous les secteurs que vous voulez, alimentation, transport, industrie, etc., il y a différentes mesures possibles qui, mis bout à bout, permettraient d'arriver à limiter le réchauffement climatique à 1,5 ou en tout cas bien en dessous de 2 degrés, ce qui est quand même ce qui compte. Donc ce rythme de transition vers zéro émission dépend du secteur. Là c'est une courbe globale donc, qui montre que le changement d'utilisation des terres, ça permet rapidement de limiter les émissions de gaz à effet de serre, enfin, planter des forêts, faire pousser des forêts au lieu de déforester évidemment. C'est compliqué dans le transport. L'avion, vous ne faites pas très difficilement voler sans kérosène. C'est un peu moins compliqué dans la partie énergie, c'est la courbe bleue. Donc ça dépend du secteur. Et ça dépend évidemment aussi de la région. Dernier mot en France. Évolution récente. Non, avant-dernier mot. Évolution récente des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc ça diminue. On fait des efforts en France et en Europe. Il y a des effets dans les bâtiments, c'est la courbe rouge par exemple. Il y a des effets dans les, dans l'industrie, hein, c'est la courbe violette. Des diminutions des émissions, peut-être aussi liées à la désindustrialisation. On voit le pic négatif du Covid, des émissions. Et puis, il y a des effets, des secteurs qui ne diminuent pas. L'agriculture, par exemple, c'est assez stable, par exemple. Un truc d'actualité. Les forêts poussent moins bien chez nous. Il fait plus chaud. Si vous parlez à des gens de l'ONF, vous entendrez que les forêts souffrent en France à cause des sécheresses, à cause du réchauffement. Et donc, ce puits de carbone sur lequel on compte beaucoup pour réduire nos émissions territoriales, eh ben, il s'affaiblit. C'est ce qu'on voit là. Le vert, il commence à monter vers le zéro alors qu'on compte sur des négatifs. Et la fin, c'est celui-là. Un autre des graphiques très difficiles, où on ne peut absolument pas rentrer dans le détail. Il montre, quand c'est bleu, des co-bénéfices entre une action pour ralentir le réchauffement et les autres objectifs du développement durable des Nations Unies. Donc il y en a 17, élimination de la pauvreté, élimination de la faim, école pour tous, enfin voilà, tous ces objectifs louables, il y en a 17. Limiter le changement climatique est un des objectifs durables. Et puis il y a des co-bénéfices entre les actions pour limiter le changement climatique et ces objectifs de développement durable, les autres. Par exemple, réduire les voitures en ville, bah, évidemment, ça a des effets sur la qualité de l'air, qui est un autre objectif du développement durable. Donc il y a ce genre d'effets qui sont évalués. Ça dépend un peu de l'échelle de la mise en œuvre, mais en gros, le bleu domine par rapport au orange ici, orange étant un effet de compensation, enfin, absence d'effets bénéfiques, même des effets contradictoires. Donc, en gros, vous avez des bleus, donc agir pour le climat agit aussi pour beaucoup d'autres objectifs bénéfiques. Voilà. Donc c'est un message d'espoir. Aussi, nos choix d'aujourd'hui ont des effets qu'on va ressentir pendant longtemps, mais il n'est jamais trop tard pour agir. Voilà, merci.